Je m'appelle Hélène Conjo, j'ai fait des études de physique, puis un DEA de biophysique à la fin, et puis après je suis rentrée dans un laboratoire pour faire un DEA et une thèse, et je suis rentrée au CEA à Saclay dans un laboratoire de biophysique, voilà. Et j'ai étudié les phénomènes primaires de la photosynthèse. J'ai donc travaillé pendant une dizaine d'années, toujours sur les phénomènes primaires de la photosynthèse, et puis j'ai eu envie d'appliquer la biophysique, toutes les techniques que j'avais commencé à développer, mettre en œuvre, etc., à d'autres disciplines plus biologiques. Et je suis partie dans un laboratoire de biologie cellulaire en immunologie. Et là, j'ai été surprise par l'ambiance qui régnait dans ces laboratoires. Alors, parce que c'est beaucoup plus... c'est très axé sur le médical, sur les applications médicales. Et donc, j'ai essayé de m'intégrer dans ce nouveau milieu, essayé d'y faire un peu un trou. Et dans les années 2000, là, j'ai commencé à souffrir vraiment profondément de l'ambiance qu'il y avait. Parce que déjà dans la recherche biomédicale, à l'époque, il y avait énormément d'associations qui finançaient l'ARC, la FRM, plein d'associations. Et donc le financement par projet commençait déjà à exister dans ce milieu-là. Une part importante des crédits venait déjà d'une part de financement. Et là, il y avait tout un petit milieu de gens qui tournaient entre les jurys, les commissions CNRS, les commissions INSERM, les commissions ARC, les commissions de la Ligue contre le cancer. C'était un petit monde comme ça de ponte, entre guillemets, qui faisait la pluie et le beau temps. Et il y avait une main-d'œuvre qui commençait à être utilisable à merci, c'est-à-dire il commençait à y avoir de la précarité, beaucoup de jeunes qui n'arrivaient pas à trouver de poste. On a durci considérablement les conditions d'entrée, etc. Ce qui fait qu'il y avait... Et dans les labos où j'ai traîné là, en biomédical, on prenait 3 4 thésards par patron, qu'on mettait plus ou moins en concurrence les uns avec les autres sur le même sujet. Et c'était soi-disant le meilleur qui arriverait peut-être un jour à avoir un poste. Et c'était plus du tout le responsable de la recherche qui faisait la recherche, puisqu'il avait plein de bras. C'était les étudiants qui faisaient tourner la recherche. Et les étudiants, en espérant être le meilleur que l'autre, mais être le meilleur dans un système de rivalité pareil, c'est finalement faire plaisir au patron. C'est-à-dire faire les expériences qui marchent pour celui qui laisse à demander. Et c'est plus du tout avoir une vision critique sur ce qu'on fait. Cette situation de petits patrons avec plein d'employés ruinait le vrai travail de recherche en fait. Parce que le patron, celui qui engage la recherche, qui est le seul à avoir droit à un poste de statutaire, son job principal, finalement, c'est d'écrire des projets et d'écrire des articles. Il ne met plus la main à la pâte sur le travail réel. Donc il ne connaît plus les expériences, il ne sait plus là où ça fonctionne bien, là où ça ne fonctionne pas bien. C'est tout le problème de la division du travail et du management moderne qui fait qu'au final, le travail est mal fait, mais personne n'est responsable parce que le jeune, d'abord, il n'est pas formé, on ne lui a pas appris à faire correctement son métier, puisqu'il n'y a plus de techniciens non plus pour encadrer, de permanents qui connaissaient le travail de routine, etc. Il n'y a plus personne, il n'y a plus que des jeunes en formation ou en formation terminale, ceux qui sont en postdoc, qui sont censés encadrer le travail réel de tous ceux qui sont apprenants. Or, les jeunes postdocs, ils sont avant tout à la recherche d'un emploi, d'un poste stable, et c'est pas à eux de se démener, à faire tourner les appareils, à chercher les limites et tout. Ça devrait être aux gens qui sont statutaires, qui ont engagé la recherche de faire ça. Et ça, en fait, c'est dramatique. Alors dans la recherche, c'est évidemment dramatique, puisque la question est posée par quelqu'un, les grandes idées d'expérience qui doivent être faites est dites par une personne, mais après c'est réalisé par d'autres personnes. Ces personnes étant en situation de précarité et de compétitivité, sont en compétition les unes avec les autres, fait que forcément, la seule personne qui va les juger immédiatement, c'est leur chef, leur responsable, et donc elles ont envie par nature, de plaire et de complaire à celui qui a donné l'ordre de l'expérience.
Et ça crée. Et le patron, s'il a 2, 3 étudiants, le patron, c'est pareil. Il va préférer l'étudiant qui lui donne les résultats qu'il espère à celui qui dit bah, ça marche pas très bien, on a des problèmes. Celui c'est qu'il n'a pas le feu sacré, et c'est pas un bon étudiant. Donc on va en fait, au final, recruter des gens qui sont de plus en plus conformes. C'est-à-dire conformes à ce qu'attend le patron. Et donc on tombe dans un système de conformité. Même au niveau du recrutement, où on n'apprend plus aux gens à penser et on leur apprend à se conformer à ce qu'on attend d'eux. Et ça, dans la recherche, franchement, c'est l'épuisement total. Alors, ça, c'est un des aspects qui me paraît absolument dramatique. Un autre aspect, et c'est toujours lié, c'est le fait que il y a une telle compétitivité pour avoir des crédits aujourd'hui que les gens, il faut qu'ils produisent du nouveau. Il n'y a plus... La science, pour moi, a créé de l'objectivité, parce qu'il y avait 2 volets. Il y avait la nouveauté, ceux qui apportaient des nouveautés, qu'elles soient conceptuelles ou expérimentales, et les gens qui validaient les expériences des autres. Mais on a besoin des 2. Sans la validation, la nouveauté, ça ne fonctionne pas, parce qu'on ne sait jamais dans quelle mesure c'est vrai ou pas. Or, aujourd'hui, vous voulez valider une idée parce que vous doutez un peu de son existence, vous voulez la valider, vous n'aurez 0 financement. Donc vous pouvez toujours essayer de valider, mais dans les sciences expérimentales, vous ne pourrez pas le faire parce que vous n'aurez pas de crédit, parce que c'est plus validé. Et puis de toute façon, même si vous arrivez à le faire, vous ne serez pas publié. Parce que les grandes revues ne publient que les faits exceptionnels ou produits avec de l'appareillage nouveau, des nouvelles technologies. Ça, c'est un 3e volet, moi, qui me paraît aussi dramatique dans l'évolution de la recherche, c'est la course. Alors, j'allais dire la course à l'armement technologique, mais c'est quasiment ça. C'est la course à l'équipement technologique, parce que pour publier, il faut quelque chose de nouveau. Le mieux d'avoir quelque chose de nouveau, c'est d'avoir un appareil que les autres n'ont pas. Vous êtes sûr que les expériences qui ont été faites apporteront soit une précision que les autres appareils avant n'apportaient pas. Donc, vous serez publié. Et tout le système de jury des ANR, de tous ces appels à projets, sont constitués de gens qui sont convaincus que la technologie est une nécessité. Le vrai drame sur le plan de la science, c'est que les gens ne maîtrisent plus du tout ces technologies-là. Les chercheurs ne maîtrisent plus du tout les technologies qu'ils utilisent, en tout cas en biologie. Dans le temps, moi quand j'ai commencé la recherche, on construisait nos propres appareils de mesure. Alors, pas entièrement, c'était avec des briques du commerce, mais au moins, du coup, on savait vraiment ce que ça faisait et on en comprenait les limites. Aujourd'hui, c'est des appareils qui sont vendus à coût très très élevé, pour lesquels il y a énormément de concurrence, parce que tout le matériel biomédical qui est utilisé dans les laboratoires de recherche sert aussi très rapidement dans les laboratoires d'analyse et dans les hôpitaux. Donc il y a un marché qui est absolument colossal pour ces appareils, et donc il y a tout un système de démarchage, de publicité et de démarchage par des comment ça s'appelle, des commerciaux qui en fait ils sont là pour vendre et ils connaissent pas plus les appareils, et ils vous vendent, comme il y a de la concurrence, ils vous vendent leur appareil aux dépens des autres sans savoir quelles sont les différences technologiques qu'il y a à l'intérieur. Or, il y a souvent des différences technologiques et que les chercheurs ne maîtrisent plus du tout. Et donc, en fait, au final, on se retrouve avec des gens qui achètent des appareils et qui les utilisent sans savoir réellement quelles en sont les limites. Et ça, c'est quand même assez dramatique pour fabriquer de la connaissance et du savoir nouveau. Donc, pour moi, ce qui a évolué de manière considérable dans la recherche depuis que que j'ai commencé, et ce qui a commencé vraiment à évoluer autour des années 2000-2004, et qui a été vraiment un tournant, ça a été pour moi le mouvement Sauvons la recherche, avec tout ce qui s'est passé après, c'est la mise au point d'un système où on a confondu ce qui était avant une évaluation bienveillante, où les gens, parce que c'est faux de dire que les chercheurs n'étaient pas évalués. Les chercheurs ont toujours été
évalués en permanence, ne serait-ce que par les publications, par tout ça. Toute leur carrière était une carrière d'évaluation. Mais ce qu'il y a, c'est que c'était une évaluation bienveillante. Si vous étiez dans une impasse intellectuelle, vos collègues, qui étaient chargés de vous évaluer, étaient en charge de vous aider. C'était pas en charge d'ailleurs, c'était naturel. On aidait un collègue qui était en difficulté à se resituer intellectuellement, à reprendre un bon départ, etc. Aujourd'hui, l'évaluation, d'ailleurs, c'est dit dans le prologue du compte-rendu des assises de la recherche qui ont eu lieu à la suite du mouvement Sauvons la recherche, il est dit très clairement, pour moi ce qui est un paradoxe, que la recherche doit être une activité autonome. On peut discuter de ça, mais bon, j'en discuterai pas là maintenant. Et que ce qui est garant de son autonomie, ça doit être une évaluation rigoureuse. Jusque-là, on est à peu près d'accord. À part que 2 phrases plus loin, ce qui surgit comme commentaire, c'est que l'évaluation rigoureuse doit conduire à un financement proportionnel. C'est donc l'évaluation maintenant n'est plus bienveillante. En fait, c'est sur ça que vont être basés les financements. Et pour tout le monde, à l'époque, ça paraissait normal. Alors que c'est un contresens. Parce que comment voulez-vous, les scientifiques, ils sont comme tout le monde. Ils ne peuvent pas être à la fois juge et partie. Si la manière dont vous êtes financé dépend de l'évaluation, ça devient un combat réel d'être dans les comités qui font l'organisation, qui font l'évaluation, parce que sinon, on ne s'en sort pas. Et après, on est dans un conflit sans arrêt de juges et de partis, des conflits d'intérêts qui naissent de partout, et tout va à volo. Ça, je crois que c'est... Et honnêtement, les chercheurs se pensent tellement au-dessus du monde réel qu'ils pensent qu'ils peuvent évaluer sereinement leurs collègues qui font à peu près le même travail qu'eux. Alors que c'est strictement impossible s'il y a du financement à la clé. Si toute votre vie dépend de ça, c'est plus possible ça. Donc après, c'est la course aux publications. Les seuls critères qu'on va retenir pour l'évaluation sont la quantité et la qualité, entre guillemets, des publications, sachant qu'une publication de qualité, c'est une publication dans une grande revue internationale, laquelle vit de ressources publicitaires, du fait qu'elle fait payer ses articles à ceux qui les soumettent, et qu'elle les fait payer à ceux qui veulent les lire. Donc c'est tout bénéfice dans un monde de concurrence généralisée où le seul critère c'est l'argent. Je veux dire, ces grandes revues, elles ont tout à gagner, à faire de la publicité, à sélectionner, à encourager le fait que tout ce petit monde se tient... Ça n'a pas de sens en fait. Et en plus, ça coupe complètement l'équilibre entre la démarche de découverte et la démarche critique et de validité. On ne peut plus entreprendre des recherches de validation ou de critique un peu. La troisième chose qui se passe, à mon avis, dans la recherche, et que moi j'ai vécu vraiment très mal, c'est l'abandon du concept. Je veux dire, c'est la démarche expérimentale. Alors, ça va probablement avec le fait que cette course à la technologie, ça l'encourage, mais les gens ne font plus d'articles de science dans le cadre d'un concept donné. C'est comme si les observations étaient faites de nature et que tout le monde peut comprendre d'où ça vient. Ce n'est pas dans un cadre intellectuel donné. Du coup, c'est une sorte de bon sens qui est en fait toujours les idées dominantes. Donc il n'y a plus de sens critique. On ne peut plus... Il y a un chercheur qui a été promu dans les années 2009-2010 au Collège de France, que je ne citerai pas parce que... voulait faire un colloque pour promouvoir l'imagerie en biologie et en médecine. C'est un domaine technologique qui explose et dans lequel il y a énormément d'argent qui est dépensé. Et bien son colloque au Collège de France,
Il l'a intitulé, et sans ironie, hein, voir, c'est croire. Pour un scientifique, moi je trouve ça épouvantable. Mais ça dit qu'effectivement aujourd'hui on se place. Alors on ne peut plus critiquer quelque chose puisque c'est que du bon sens. Il n'y a pas de concept. On vous impose une image, on vous dit c'est la vérité, regardez, ça se passe comme ça. Et moi je dirais que le monde de la recherche a laissé je ne sais pas trop par quel biais, il faudrait vraiment réfléchir à ça, mais que c'est ceux qui ont le moins d'idées scientifiques et qui savent plus qu'ils ne doutent. Ce qui est curieux dans la recherche, c'est tous les gens qui se posent plus trop de questions. Et ben c'est tous ces gens-là qui sont venus en position de responsabilité. Et je pense, ils viennent de ce monde. Mais on a laissé faire, tous les petits caporals, là, a laissé prendre des postes de responsabilité. Et c'est terrible. Et c'est comme tous ces gens qui finalement n'ont plus d'idées. Moins c'est étayé le fait qu'ils soient de bons chercheurs et que c'est justifié qu'ils soient à ces positions-là, plus ils prennent des positions de pouvoir. Mais ça, on le voit partout, c'est pas que dans la recherche. Plus les gens sont en position d'incapacité, plus pour justifier leur position, ils ont des positions de pouvoir absurdes et figées. Le nouveau management tend vers ça. Et d'ailleurs, on peut se poser la question si c'est pas un des meilleurs moyens pour éviter la responsabilité dans les catastrophes quand les choses vont mal. Parce que finalement, plus personne n'est jamais responsable avec ce système. Et on peut se demander, c'est un des buts finaux du nouveau management, c'est toujours d'éviter qu'il y ait quelqu'un de haut placé qui paye la responsabilité. La responsabilité, elle va toujours tomber en bas sur la pauvre personne qui est en CDD, qui est passée par là par hasard, etc. Mais ça sera jamais. Et le système, on dirait qu'il est conçu pour ça. Et finalement, c'est pas mal parce qu'on va vers des catastrophes. Il y en a de plus en plus. Et il ne faut pas que les dirigeants ils puissent être... c'est comme un problème au moment du sang contaminé, responsable mais pas coupable, quoi. Voilà, on est vaguement responsable. Mais il ne faut même pas être responsable. Donc ça, on est sûr de ne pas être coupable.